Bienvenue dans le Pot de Yaourt, le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains, bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être havrais. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 1, épisode 2. Pour Paris, le Havre est devenu hype. C'est une ville où on voyage, le Havre c'est un bout du monde. Non, le Havre n'est pas maudit. Je viens du Havre, moi, je viens de Cocrioville. Faire entendre à tout le monde que le Havre était une belle et grande ville. Le Havre. Little Bob, c'est The King. Un Havre de grâce. Je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie. Dans le Pot de Yaourt, je reçois cette semaine un homme rencontré il y a une trentaine d'années sur les bancs de l'école primaire. Affublé de sa coupe au bol, comme tous les garçons des années 90, rassurez-vous, des choses ont bien changé. Depuis, la coupe n'est plus la même, la barbe a poussé, et l'ancien camarade de classe est devenu un homme de bouche. Véritable chef d'orchestre de nos papilles, son restaurant, créé avec sa femme, est aujourd'hui l'une des tables les plus prisées et les plus reconnues au Havre. De véritables artistes de l'assiette, avec pour règle d'or de ne travailler qu'avec de bons produits. Vous l'aurez compris, mon invité aujourd'hui dans le Pot de Yaourt est le chef du Margotte, Gauthier Tesser. Salut Gauthier. Salut Pierre. Pas de fausses notes dans cette petite présentation? Non, impeccable, hormis effectivement la coupe au bol. Eh ben, on l'avait tous, hein. Je crois que tu regardes un peu les photos de l'époque, on l'avait Je tous. les ai encore. Ouais. J'ai vu que vous étiez reparti pour le guide Michelin 2023. Ouais, exactement. On a toujours notre bib gourmand depuis 3 ans là. Ouais. Donc on s'efforce vraiment de le garder parce que c'est quelque chose qui nous fait très plaisir et qui c'est très satisfaisant pour le restaurant et les clients aiment bien ce genre de distinction. Donc ça fait 3 ans là et c'est toujours très cool. On est toujours très content de ça. Et comment ça se passe pour l'avoir? Le guide Michelin vient. Ok, ils viennent manger. Ouais, en client mystère, ils viennent. Voilà. Nous, on le sait pas. Exactement. C'est ça que j'allais demander. Si les mecs viennent bouffer à l'œil ou. Alors, nous, ça s'est passé un soir. Il y avait un monsieur tout seul qui est venu, qui avait réservé et qui, à la fin du repas, est venu voir Marguerite et a dit je suis du guide Michelin, je veux voir le chef demain à 9h. Oh, d'accord. Voilà. Ok. Donc, dans ces cas-là, convoqué chez le Dirlo. C'est ça. On dit oui, il vient le lendemain matin, il fait le débrief de sa soirée, il te pose plein de questions et derrière il te dit voilà, vous êtes éligible pour le bib gourmand. Et quels ont été ces axes de satisfaction te concernant? Alors, il a trouvé tout le menu en lui-même très bien, très bon. Il y a une histoire de rapport qualité-prix sur le bib gourmand, c'est-à-dire qu'on mange très bien pour entre une trentaine d'euros, quoi. C'est d'accord. Ça. Donc c'est un axe qui est très important pour le bib gourmand. Et après tout, le cadre, le lieu, le service, l'accueil, les vins, tout est à prendre en charge. Et c'est assez un mythe, ça, le truc du client mystère, un peu dans la restauration. Effectivement, est-ce que toi, tout au long de l'année, des fois tu te demandes si t'as pas des gens un peu particuliers qui sont là? Est-ce que vous vous dites ça en cuisine? Tiens, il y a un gars bizarre qui vient d'arriver. À chaque fois qu'il y a une table de une personne, de toute façon on est là, ça y est, c'est un guide. Ouais. C'est sûr. Donc là on commence un peu à transpirer, à se dire bon, il va falloir mettre les petits plats dans les grands, mais au final on fait comme à chaque fois, vu qu'on fait tout le temps ça, donc au final on reste fidèle à nous. Mais oui, on a pas plus tard qu'avant-hier, on avait une table de une personne le midi et une table de une personne le soir. Donc c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Donc on peut pas trop faire le tri, on sait pas si c'est aussi. Bon, après ça change pas grand-chose, tout le monde est traité à la même enseigne. Ouais. Mais c'est juste que ça met un petit stress supplémentaire. Ça met une petite pression. Ouais. Au-delà de la reconnaissance, t'en parlais. Au niveau des clients, voilà, c'est quelque chose qui fait plaisir aux clients, cette reconnaissance. Il y a aussi derrière la reconnaissance du monde professionnel. J'imagine que ça aussi c'est quelque chose d'important dans ton domaine. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a des clients qui viennent que à cause ou grâce au bib gourmand et au guide Michelin. Ils ont leur catalogue bib gourmand et ils font tous les bib gourmands de France. Comme certains le font avec les étoilés, certains le font avec les assiettes. En gros, c'est vraiment une référence, le guide Michelin. T'as des clients qui viennent de loin? Oui.
Ouais, du sud de la France, souvent, qui arrivent et qui nous disent, bah nous on a vu votre restaurant sur le Bib Gourmand, on est en voyage, on s'arrête chez vous. C'est génial. Ouais, c'est génial. Et t'en as souvent effectivement des gens qui viennent d'un peu partout pour venir manger au Margot. C'est ça. Des étrangers aussi, beaucoup d'étrangers. C'était l'année dernière, là, la saison estivale, on a eu plein d'étrangers. Et qui venaient sur les conseils du guide Michelin. Et ben c'est pas mal ça. Ouais, c'est très bien, ouais. C'est franchement... Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de restos au Havre qui soient concernés par ce genre de truc, quoi. Non, on n'est pas beaucoup, effectivement, on n'est pas beaucoup. Toi, tu as plus de 30 ans, tu as plusieurs années d'expérience dans le monde de la cuisine. Tu as été formé à ça depuis très très longtemps. J'ai regardé un petit peu ton parcours, mais est-ce que tu veux bien nous l'expliquer, ce parcours dans les grandes lignes, savoir d'où est née cette passion pour la cuisine? Dans les grandes lignes, c'est assez simple en soi. Il y a pas eu j'avais aucune prédisposition familiale à faire de la cuisine parce que personne de ma famille ne cuisine, n'est cuisinier ou n'a un restaurant ou quelque chose d'autre. En fait, j'ai un bac scientifique, donc j'ai fait vraiment un parcours classique, quoi, un bac S. Et après, je me suis dit, j'ai toujours aimé cuisiner, j'ai toujours aimé me faire à manger, j'ai toujours aimé recevoir, j'ai toujours aimé être reçu. Et je me suis dit, franchement, pourquoi pas essayer, quoi. Ça se trouve, ça va. Parce que je me voyais pas partir dans une école de commerce ou de métier un peu de bureau, ça. Et je me suis dit, allez, donc je suis parti à Soissons, en Picardie. Ok. Ouais. J'ai fait une année de mise à niveau parce que je sortais d'un bac scientifique et non d'un bac pro ou d'un BEP. Et du coup, derrière, j'ai fait un BTS Art de la table et du service. Toujours à Soissons ? Toujours à Soissons. Ok. Ça a pris 3 ans et voilà. Et après, je suis parti travailler directement. Où ça ? J'ai fait plusieurs restaurants. J'ai fait Paris, le Café de la Paix, donc place de l'Opéra. C'est connu, ouais. J'ai fait l'Hôtel du Palais à Biarritz, qui est un étoilé aussi. Et après, j'ai fait le Saint-Pierre à la Bouille. D'accord. Ouais, sur les bords de Seine, qui était une très bonne expérience parce que le chef était quelqu'un de très talentueux et qui nous apprenait énormément de choses. Et après, avec Marguerite, on est parti en Thaïlande quelques mois pour essayer de voir ce que ça donnerait. Bon, c'était pas... parce qu'il y avait un projet de monter un truc. Non, pas forcément de monter, mais de bosser. s'installer pour bosser. Okay. Au final, c'est devenu des vacances très longues. Combien de temps vous êtes parti ? 5 mois quasiment. Ah oui, quand même. Donc ça n'a pas marché, et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux parce que ça nous a permis. Vous avez essayé on a essayé, mais il y a une forme de protectionnisme qui est beaucoup trop important là-bas. Donc on s'est dit, allez, on va profiter de ce qui nous reste et on va retourner en France. Et nous voilà en 2000, je sais plus exactement, 2013, 14, je sais plus exactement. Marguerite, t'es loin, mais tu peux aider. Tu sais plus non plus. Au Havre, chez nos parents. Ouais. Voilà. Donc on est reparti pendant 2 ans à Rouen. Ouais. On s'est à Rouen tous les deux, le temps de monter le Margot, et on est revenu au bout de 2 ans pour finaliser le projet Margot. Et c'était quoi justement le déclic avec Marguerite pour vous dire, allez, on se lance, on fait un truc ici au Havre? Moi, je bossais dans un restaurant qui était pas top, je m'éclatais pas vraiment. Marguerite, pareil, elle a bossé dans le tourisme, mais à Rouen, quoi. Puis on était loin de nos amis, on était loin à 1 heure, mais de nos amis et de notre famille, et on s'est dit, franchement, on n'aime pas ce qu'on fait pour l'instant, donc on va faire vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire créer quelque chose qui est à nous, qui nous ressemble et qui sera au Havre, là où on a envie d'être, avec nos amis, avec notre famille. Et on s'est dit, voilà, on a peaufiné ça pendant quasiment 1 an et demi, 2 ans. Et dès qu'on était prêt, on a dit, allez, on rentre au Havre. Voilà, hop. Alors, c'était une décision personnelle, parce que tu me dis que tu voulais te rapprocher de ton cercle familial, amical. Est-ce que c'était aussi une raison professionnelle? Toi qui connais la ville, vous deux qui connaissez la ville parfaitement, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, il y a quelque chose à faire chez nous quand même d'intéressant? On s'est dit ça très vite parce qu'on s'est rendu compte qu'à l'époque, enfin c'était à l'époque là, donc c'était il y a... Donc le restaurant, ça va faire 6 ans là, donc c'était plus de 2 ans, ça fait quasiment 8 ans. Et on s'est dit, on va revenir au Havre parce qu'il y a un créneau à prendre. C'est-à-dire qu'à l'époque, un peu moins maintenant, mais à l'époque, il y avait vraiment Monsieur Tartarin, avec ses 2 étoiles, et des brasseries. Donc on s'est dit, mais si on veut manger quelque chose d'intermédiaire, c'est plus compliqué. Il y a certains restaurants qui le faisaient, mais c'était très restreint. Donc on s'est dit, on va se placer, nous, au milieu. Là. On va vraiment essayer de faire quelque chose de très qualitatif, de très fin, de limite gastronomique, mais qui soit abordable.
Donc c'est parti de là, et en réalisant notre étude de marché, en réalisant notre plan de financement, tout ça, on s'est rendu compte qu'effectivement ça marchait de ouf. Il y avait largement la place, il y avait largement la demande, donc on a dit bah oui. Quel est ton regard aujourd'hui sur le milieu gastronomique havrais ? Est-ce que il a changé là en 7-8 ans ? Ouais, complètement. Là maintenant, c'est beaucoup mieux. Il y a beaucoup plus de restaurants qui proposent une cuisine un peu plus raffinée, plus sympa, plus décomplexée un peu. Et ouais, non, c'est beaucoup mieux maintenant. Là, on voit que nous, dès qu'on va aller manger, on trouve un restaurant qui est cool, quoi. Quand vous êtes arrivé ici, on a senti un petit peu, je me souviens qu'on en parlait quand même pas mal dans les médias locaux, est-ce que vous vous attendiez un peu à ça, à créer un petit peu l'événement quand vous êtes arrivé ? Mais alors pas du tout. J'avoue qu'au début... parce qu'en fait, on a marché vraiment très vite. Très très vite, on était complet, il y avait de la demande, les retours étaient très bons. Mais on s'attendait pas à ça. Vraiment, moi, on m'appelait, est-ce que je peux faire un article, machin, est-ce que tu veux bien qu'on te fasse un truc ? J'étais là, ouais, mollo, je viens d'arriver, c'était vachement impressionnant. Et non, on s'attendait pas à que ça marche autant d'un coup. En fait, on s'est dit, on va sûrement galérer un peu au début, se faire un nom, se faire notre place. Et non, du coup, on est très content parce que c'est ce qu'on voulait, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que ça a marché selon toi ? Selon moi, c'est vraiment le Marguerite et moi, quoi. On a le duo qu'on a créé avec le Margotte, parce que pour refaire une petite explication, Margotte, c'est Marguerite et Gauthier. Les gens nous demandent, mais pourquoi Margotte ? On explique. C'est la contraction des c'est deux prénoms. De deux prénoms. Et ouais, je pense que c'est le service de Marguerite, l'accueil, le sourire, tout ça. Et puis à côté, ma cuisine, quoi. On a réussi à créer vraiment une salle et une cuisine qui colle, qui match hyper bien. Est-ce que le fait que vous étiez du Havre, que vous connaissiez cette ville, vous a aidé aussi surtout au début de pas mettre un peu les pieds dans l'inconnu, quoi ? Ah oui, complètement, ça nous a aidé. On avait nos réseaux, on avait nos amis, on avait notre famille. Donc pour le coup, c'est tout le monde dès le début est venu. On a dit allez, vous ouvrez, on y va, quoi. On parlait tout à l'heure de l'offre au Havre qui se fait de plus en plus. Il y a plus en plus de choses qui se font ici. L'exigence aussi, du coup, augmente. Voilà. Est-ce que toi, ça te met un peu la pression par rapport aux autres restos qu'il y a ici ? Et est-ce que l'exigence générale au Havre est intéressante et un bon niveau ? C'est assez compliqué parce que nous, on est un restaurant gastronomique. Et du coup, quand les gens viennent manger chez nous, ouais, ils ont une certaine exigence. C'est-à-dire qu'ils se disent, bon, moi, je vais venir manger au Margotte, je vais payer un menu entrée plat dessert à 39 €. Donc, je veux que ce soit qualitatif. Je veux vraiment, j'ai entendu que du bien du Margotte, machin, donc il faut que ce soit qualitatif. Enfin, nous, on fait en sorte que ce soit toujours qualitatif, mais l'exigence du client qui vient manger, qui va payer son addition au Margotte, il est exigeant. Est-ce que le Havrais est un fin gourmet, est un connaisseur ? Ah, ça dépend. T'es pas obligé de le caresser dans le sens du poil, hein. Tu peux dire ce que tu Il y a plusieurs types de Havrais, hein. Il y en a de plus en plus qui recherchent la bonne cuisine, parce que pendant 10 ans, ils ont mangé des brasseries, des tavernes, enfin voilà, c'était assez simple. Alors maintenant qu'ils découvrent un peu les restaurants plus qualitatifs, ouais, il est devenu un peu exigeant et il se croit connaisseur de temps en temps. D'accord. Ouais, il y a un peu de... Des fois, il faut lui dire gentiment qu'il l'est pas. C'est ça. Hier, j'étais dans le quartier. J'ai mangé dans le quartier, juste à côté. Je me baladais ici à Saint-François. Tous les restos sont pleins. Un samedi soir. Mais tout le Havre est plein. Tous les restos du Havre sont pleins. Ouais. Samedi soir. Ouais. C'est assez fou. Alors, moi, j'ai du mal à me l'expliquer. Enfin, je ne remets pas du tout la qualité des restaurants au Havre, mais c'est quand même hyper positif. Ouais, complètement. Les Havrais sortent énormément le samedi soir. Et ouais, nous, si je prends exemple sur nous, on a 30 couverts assis à table, au restaurant. Si je répondais positivement à toute la demande, on ferait 100 couverts le samedi soir. Ouais. Facilement.
Faut réserver longtemps avant de venir au Margot? Ouais, pour le week-end, on est au moins sur 2 semaines d'attente parce qu'encore une fois, on fait un seul service, on a 30 places, donc ça se remplit assez vite. Et les gens ont pris l'habitude de réserver en avance maintenant. Ouais. Donc ça. La semaine, il n'y a aucun souci. La semaine, au jour le jour, c'est bon. Mais le week-end, c'est plus compliqué. Bon, rentrons un peu dans le vif du sujet, à parler de toi et de ta cuisine. Bon, la question est large. Après, moi, je suis pas un fin connaisseur, un fin gastronome non plus, mais c'est quoi la cuisine de Gauthier Tesser? On me demande souvent si j'ai une spécialité ou si je fais. Moi, j'aime bien tout travailler du moment que je le travaille, que c'est bien fait, que c'est agréable. Mais j'ai une petite préférence pour le poisson quand même. Ouais. Quel poisson? Tous les poissons, crustacés, coquillages, tout. Je cuisine tout. On est quand même au Havre, donc on a le petit port juste à côté. On a des pêcheurs, énormément de pêcheurs qui travaillent hyper bien. Donc ce serait dommage de s'en priver, quoi. Tu travailles justement avec eux? Pas toujours. On essaye au maximum, mais le problème avec ça, c'est que selon les arrivages, nous, on peut pas faire une carte, vu qu'on a une carte fixe qui change tous les mois d'ailleurs. On peut pas trop se fier aux arrivages, parce que si du jour au lendemain, moi j'ai besoin de ça et qu'il est pas là, je suis obligé de dire à mes clients, bah non, je suis désolé, j'en ai pas. Donc, on travaille un peu avec le petit port et avec la criée de Fécamp. Oui, ça reste. Oui, ça reste local. Ça reste très local. Ça reste local. Et justement, c'était une volonté de votre part de bosser avec des gens du coin. Oui, bien sûr. Les producteurs locaux, c'était quelque chose qu'il fallait faire et que nous, on voulait pas faire autrement. Qui sont tes autres producteurs dans le coin? Alors en poisson, on travaille avec la criée de Fécamp et le petit port un peu. En fruits et légumes, on travaille avec la Maison Argentin, donc à Octeville, avec Sébastien Argentin. Après le fromage, on travaille avec les Halles Centrales, le fromage de France. Très bien. Ouais. Et après, en termes de vin, on travaille énormément avec Hervé de la Feuille de Vigne, qui nous aide, qui nous conseille, Et du coup, là, c'est pas du vin normand, quoi. Donc là, c'est pas du vin normand. Non, malheureusement. Non. peut-être un jour, on dit que les terres de vin se déplacent, montent au nord. Peut-être qu'un jour, on aura du vin. Quoique, il y a des vignes. J'ai appris il y a pas longtemps qu'il y avait des vignes. Avec Ludovic Messier. Voilà, à Sainte-Adresse. J'ai jamais goûté ce vin. Tu l'as goûté, toi? J'ai eu l'occasion de le goûter une fois, ouais. Ouais, c'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien travaillé. Très bien, ouais. Donc effectivement, rien à moins d'1 heure de route, quoi. Non, ça reste c'est très local. Tu parlais tout à l'heure de spécialité. J'habite à Paris, moi, depuis quelques années, et je passe mon temps à parler du Havre à mes copains, et ils me disent c'est quoi la spécialité havraise? Alors, je crois que on n'en a pas, si je me trompe pas. Non, on n'a pas de spécialité havraise. Voilà, on n'a pas les tripes à la mode de Caen, tu vois, des trucs comme ça. Havrais, non. Non, tu vois. Non, on ne l'a pas. Non. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais enfin poser la question à un professionnel du milieu. Donc effectivement, on n'a pas de spécialité au Havre. Mais ma question, c'est si on en avait une, ce serait quoi? Si on en avait une, ce serait quoi? Genre là, on me demande un thème, un repas 100% havrais. Qu'est-ce que tu pourrais imaginer? 100% havrais, ce serait quand même assez axé sur les produits de la mer. Hein. Ouais. On a quand même des beaux... Les étals du marché aux poissons, en été, sont hyper bien garnis. Il y a des très beaux maquereaux, il y a du bar, il y a du lieu, il y a des homards qui sont super. Non, je pense que... Après, c'est difficile parce qu'on n'a pas de spécialité. Ouais, c'est ça. Si peut-être... pas havraise, mais plutôt normand. Donc, on a, en dessert, la pomme, c'est très travaillé chez nous. J'étais sûr que tu allais me dire ça. Ah bah ouais, non, mais à base de pommes. La tarte normande. Hein, bon. Voilà, la tarte tatin ou un bon crumble, c'est ça fait toujours l'affaire. Ça fait toujours l'affaire. J'ai oublié de préciser que dans nos fournisseurs, on travaillait avec Gladys du Champ des Comestibles à Cauville pour toutes nos herbes et nos micro-pousses. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose faudrait vraiment aller la voir, elle, parce qu'elle fait un travail remarquable et c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Eh bien, tu fais bien de rebondir là-dessus parce que en faisant mes petites recherches, j'ai vu que tu bossais pas mal les fleurs. Ouais, énormément. J'ai une cuisine très végétale. Ouais. Alors, je connais pas du tout la cuisine à base de fleurs. Bon, j'ai déjà vu ici et là rapidement, mais concrètement, si tu pouvais l'expliquer à un novice comme moi... À quoi ça ressemblerait? En fait, il y a énormément de fleurs comestibles et de micro-pousses de plantes comestibles qui ont chacune une particularité, donc comme le souci, la pensée, le bleuet, la bourrache, tout ça. Et en gros, le fait de les mettre dans des plats ou de les travailler dans des huiles ou dans des petits condiments,
ça apporte vraiment un plus au plat, un goût supplémentaire qui n'est pas forcément connu. Ouais. Si on demande à quelqu'un, là, même la chrysanthème se mange et c'est excellent. Vraiment. Je savais pas. Ouais. Si on demande à quelqu'un quel goût a le souci, il saura pas le dire. Ouais. Alors que si on lui sert une petite huile de souci ou une petite huile de pensée, c'est quelque chose c'est surprenant. Et bosser avec les fleurs, c'est quelque chose que tu as appris récemment ou c'est quelque chose que tu savais faire de longue date? Non, c'est assez récent le côté un peu fleurs comestibles, micro-pousses. C'est quelque chose qui a au maximum une dizaine d'années, je pense. Ouais. Et de plus en plus, là, énormément, de plus en plus. Il y a des formations, genre pour des cuistots qui veulent bosser sur des... Je pense pas qu'il y ait des formations, mais il y a de plus en plus de producteurs de ce genre de choses. Ouais. Et puis au-delà du goût, que je ne connais pas, mais qui doit être très intéressant, il y a aussi l'aspect visuel. Oui. Des fleurs dans l'assiette, qui, ça aussi, à mon avis, est intéressant pour le client. Tout à fait. C'est très beau, mais il faut bien l'expliquer au client. Ouais. Parce que le client, il a tendance à mettre la fleur ou l'herbe sur le côté. D'accord. Ouais, il a l'impression que c'est juste pour la déco. Donc il faut bien le préciser que c'est une fleur qui se mange, qui a un goût. Pendant pas mal d'années, on s'est contenté de la feuille d'huître. Donc on mettait la feuille d'huître dans l'assiette, on disait aux gens c'est une feuille d'huître qui a le goût d'huître. Donc là il a mangé. Mais là on utilise du pourpier, on utilise de la vesse, on utilise énormément de la jeune roquette, des pousses de moutarde, des pousses de radis. Et chaque micro-pousse vraiment a un goût particulier qui s'accorde à 100% avec le plat. On met pas une pousse au hasard dans une assiette. Et qu'est-ce que tu cuisines avec les fleurs alors? Plein de choses. On fait des huiles de capucine, on fait sur les poissons, on rajoute des feuilles de moutarde, des feuilles de radis, parce que ça permet de relever un peu le plat. Et je trouve ça hyper intéressant de faire ça. Et après, faut bien l'expliquer encore une fois. On parlait tout à l'heure de tes projets, de forcément ce restaurant, le Margot. Tu me parlais de ton duo avec ta femme, qui est pas très loin d'ailleurs. Ce duo, quand vous êtes lancé dans cette aventure, toi tu étais déjà formé à la cuisine, donc tu te destinais à ce milieu professionnel. Ça a été évident le fait que vous alliez faire ça tous les deux? Pour le coup, on n'a pas envisagé autrement de le faire ensemble. On s'est dit dès le début, je lui ai dit écoute, moi clairement je veux mon restaurant et je veux que ce soit avec toi parce que j'ai besoin que tu m'aides, j'ai besoin qu'on soit ensemble, mais on est assez fusionnels, donc ça a pris très vite. Ouais. Ça a pris très très vite et c'est resté une évidence, quoi. Et complémentaire en termes de... Exactement. Ouais. De capacité, voilà, toi à la cuisine, elle plutôt en salle. Les rôles sont bien répartis et ça fonctionne de ouf, donc c'est rien à dire. Est-ce que c'est facile ou difficile de travailler en couple? Alors, ça dépend encore une fois. La question est un peu binaire. Ouais. J'imagine qu'on peut pas y répondre par oui ou par non. Non, il y a des. De notre côté, c'est pas difficile parce que on a trouvé vraiment une organisation dès le début. On a mis les choses au clair. On s'est dit, écoute, toi, tu vas gérer la salle, moi, je vais gérer la cuisine. S'il y a un problème en salle, tu le gères. S'il y a un problème en cuisine, je le gère. On vient pas interférer dans le travail de l'autre. Et comme ça, c'était réglé. On n'a aucun souci. Marguerite, elle dirige sa salle comme personne. Et moi, en cuisine, j'ai mon équipe, je m'en occupe. Elle s'en mêle pas parce que du coup, c'est mon métier. Et moi, je me mêle pas de ce qu'elle fait. Parce que d'ailleurs, il n'y a rien à dire. Elle le fait très bien. Donc, mais c'était une organisation qu'on a mis en place dès le début et qui perdure et qui marche hyper bien. Et vous avez démarré tous les deux? Tous les deux. Vraiment tout seul en cuisine et toute seule Marguerite en salle? était toute seule en salle au début. Après, on a pris un serveur et moi, j'étais 2 en cuisine. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, comment ça se passe? Aujourd'hui, Marguerite est toujours en salle. On a un responsable de salle qui l'aide et on a une apprentie en salle. Et moi, de mon côté, j'ai un second de cuisine et 2 apprentis. D'accord, donc l'équipe... elle a bien évolué. Ouais. L'équipe a évolué, l'équipe grandit, c'est la preuve que ça marche. Ouais, ça marche hyper bien. On a une carte de 4 entrées, 4 plats, 4 desserts qui change tous les mois. Ouais. Donc déjà, c'est énormément de travail de changer une carte tous les mois. Ouais, effectivement. Et à côté de ça, on a le menu inspiration qui est un menu à l'aveugle en 4 services qui, lui, change toutes les semaines. Ok. Donc effectivement, il faut quand même avoir un peu de main-d'œuvre pour pouvoir changer, il faut trouver les idées, il faut réfléchir. Ça, c'est ce que j'allais dire, au-delà de la main-d'œuvre, il faut les cerveaux pour trouver les idées, quoi. Ce qui est pas toujours... Non, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours simple. Toi, ta spécialité, enfin, je sais pas si on peut parler de spécialité, mais où tu te rangerais
Dans quelle catégorie tu pourrais te ranger? T'es pas un pâtissier, mais tu fais tes desserts ici. Tout est maison. Tout est maison. Jusqu'au pain. La seule chose qu'on ne fait pas, oui d'ailleurs encore une fois je vais préciser ça, c'est les glaces. D'accord. Et le beurre qu'on prend au panier de Léonie à Coville aussi. Ok. Voilà. Ouais. Donc, ça, encore une fois j'ai oublié de préciser. Mais c'est pareil, c'est une glace d'excellente qualité. Le beurre est fermier et très très bon. Et là, donc n'hésitez pas à y aller aussi. Ouais, très bien. Et non, on fait tout maison, le pain. Donc moi, je suis pas un pâtissier, non, ça c'est sûr. J'essaie au mieux de créer des desserts qui soient à ma portée, parce que on peut pas s'improviser pâtissier, c'est un métier. Mais non, moi, je suis un cuisinier je suis plutôt un cuisinier de poisson, vraiment. Ouais. C'est cette catégorie dans laquelle tu t'es rangé toi tout seul. C'est Ouais. vraiment le truc qui te passionne, quoi. Ouais, puis je prends plus de plaisir à travailler un poisson. Je prends aussi du plaisir à travailler de la viande, mais je prends plus de plaisir à travailler du poisson. Et en quoi, justement, tu prends plus de plaisir à travailler un poisson qu'une viande? Je sais pas, je trouve que avec le poisson, on a plus de finesse, c'est quelque chose de délicat à travailler, c'est quelque chose si on le rate, c'est raté. C'est vraiment raté. C'est un poisson trop cuit, pour moi, c'est immangeable. Il y a une petite pression. Il y a une grosse pression. Plus que sur de la viande. Plus que sur de la viande. La viande, il y a des viandes qui se font mijoter, il y a des viandes qui se font snacker. C'est facile de cuire un filet de bœuf, de le mettre saignant à point ou bien cuit. Alors qu'un poisson, de le rendre nacré, d'avoir cette texture vraiment agréable en bouche, c'est plus compliqué. Et donc c'est ça que t'aimes un peu, C'est le côté un peu plus compliqué, un peu plus challengeant. C'est ça. Et surtout plus raffiné. Ouais. Je trouve ça vraiment plus raffiné, plus un poisson dans une assiette, je trouve ça vraiment plus beau qu'une viande dans une assiette. On va parler aussi des vins que vous avez ici. Forcément, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la cave du Margot? Ah bah la cave du Margot, c'est la cave de Marguerite. C'est la cave de Marguerite. C'est Marguerite qui gère tout le vin entièrement. Et ça, c'est entièrement confiance. C'est elle qui... Tu me disais que les plats changeaient tous les mois, enfin la carte changeait tous les mois, donc il faut aussi réfléchir aux vins qui vont avec, c'est beaucoup de boulot, quoi. C'est énormément de travail, parce que les cartes changent, effectivement les accords changent, parce qu'on propose un accord mets et vin à chaque fois avec les menus, et du coup le Marguerite adore... rechercher ses vins en fonction du menu que je propose, et ça c'est vraiment son travail de son côté qu'elle fait merveilleusement bien. Et s'il y avait une petite pépite au Margot que tu pourrais éventuellement nous conseiller, qu'est-ce que ce serait? Là comme ça, le Saint-Romain d'Alingras en Bourgogne, qui est excellent, et malheureusement là on n'en a plus en ce moment, faut attendre la prochaine tu fais du teasing et on peut même pas venir le boire, quoi. Mais c'est ça qui est très compliqué quand je trouve là, tu vois, de m'être remise à refaire la carte des vins. C'est hyper intéressant parce qu'on découvre plus grâce à Hervé aussi, s'occuper du travail des vignerons et tout ça. Après, c'est un peu compliqué parce que le vin, c'est compliqué en ce moment, d'avoir les quantités nécessaires, nous de commander, on sait pas trop ce qui va partir ou pas. On a un tout petit restaurant avec 0 espace de stockage, donc ça pose un gros problème aussi pour les commandes. Mais du coup là, c'est génial de pouvoir découvrir des nouveaux domaines, etc. Et je te parlais du domaine de l'Envol, qui propose des vins d'Alsace qui sont géniaux, et j'avais pas du tout mis en valeur moi les vins d'Alsace, que je connais d'ailleurs assez peu. Et donc là on a un Riesling qui est délicieux, et je te parlais du Sylvaner qui est un vin blanc de macération qui est délicieux. Et c'est chouette de pouvoir faire découvrir ça au Havrais et à nos clients qui, des fois, il y a différents types de clients. Il y en a qui veulent plus, tu vois, des appellations connues. Et il y en a d'autres qui sont demandeurs de découvrir des domaines ou des vins un petit peu plus particuliers. Et donc moi, au bout de 5 ans et demi d'ouverture, c'est vrai que je m'y connais maintenant beaucoup plus. Je m'y intéresse beaucoup avec Gauthier. T'étais pas forcément connaisseuse avant de travailler au Margot dans le vin, quoi. Non, pas du tout. J'étais amatrice, mais amatrice, consommatrice. Exactement. Voilà, avec Gauthier. Mais là, c'est vrai que je m'y intéresse beaucoup plus. J'adore ça. J'adore pouvoir voir vraiment des vraies nuances dans les vins. Et puis j'ai envie de pousser encore plus la chose, tu vois, de refaire des formations, même d'aller faire une formation en sommellerie, d'aller faire les vendanges. Mais bon, on n'a jamais le temps de rien faire, mais ça c'est vraiment des choses qui me donnent envie. Donc un avenir radieux au Margot pour le vin. Oui. Si je comprends bien. Exactement.
Bon bah parfait. On va parler des projets. Là, il y a un truc depuis un an, les Fauves. Ouais. Vous êtes donc associés avec les gens de chez Lily, si je ne dis pas de bêtises. Igor, Maxence et Alexis, qui sont les 3 gérants du bar chez Lily. Voilà, pour le restaurant du musée Malraux. Racontez-nous un petit peu la genèse de ce projet. Eh bien, en fait, on s'est rencontrés avec Igor, Maxence et Alexis au moment du confinement, quand on ne pouvait pas réouvrir les restaurants. Ça a été très compliqué cette période-là. On s'est associés ensemble au début à faire des brunchs sur leur terrasse qui ont bien marché et on s'est très bien entendu avec eux. Et après, voilà, ils se sont mis sur ce projet de reprendre le restaurant du musée Malraux, qui est une concession de 3 ans. Et donc, ils nous ont proposé de faire ça avec eux. Okay. Et donc, on a bossé sur le projet pendant pas mal de temps et on a ouvert ça en avril dernier. Donc, ça fait ça presque va faire un an là. Ouais. C'est un restaurant, c'est vraiment le restaurant du musée, donc c'est ouvert que quand le musée est ouvert, donc tous les jours sauf le lundi, c'est ouvert uniquement le midi. Il y a une capacité d'à peu près 70 couverts par jour. Et donc là, en termes de taille, on passe un level là, par rapport à ce que vous avez connu ici. Ça n'a rien à voir vraiment comme fonctionnement, c'est assez drôle même pour nous de participer à un restaurant dans lequel on n'est pas au quotidien, c'est une toute autre gestion en fait. Et donc c'est... Faut faire confiance. Faut faire confiance. Alors on a recruté toute une équipe là-bas, un chef et 2 cuisiniers. Et en salle c'est pareil, on a une équipe on a un barman et 3 serveurs, dont une responsable de salle. Et donc on a une équipe géniale, dynamique, ça marche vraiment bien. Et c'est Gauthier justement qui a fait la carte... la carte au début, tu peux peut-être plus en parler. Ouais, voilà, c'est la question que j'allais te poser, Gauthier. En termes de carte, qu'est-ce qui différencie le Margot des Fauves ? Sur les Fauves, on est un peu sur le petit bistrot, la petite bistronomie du musée. Donc on est sur, pareil, exclusivement des produits frais, c'est fait maison. C'est vraiment top, mais on est sur quelque chose de beaucoup moins cher. On est sur un rapport qualité-prix qui est plus faible. C'est-à-dire qu'on a un menu entrée plat dessert à 28 €. Donc c'est très abordable. Et on est sur des poissons du jour, des viandes du jour, des suggestions, des plats mijotés, des veloutés. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple, mais extrêmement bien fait. Et qu'est-ce qui vous a attiré justement vers ce projet ? Quelles ont été les petites choses qui ont fait que vous êtes lancé, vous êtes sorti du Margot quoi finalement ? La vue. La vue. C'est pas bête. La vue du musée. Ce restaurant dans le musée et quand on y est, c'est extraordinaire de voir. Il a été refait. Il a été refait. On a fait des travaux dedans. On a de l'aménagement, de la décoration. Et manger le long de la fenêtre avec l'entrée du port, avec ce prolongement de la mer, c'est magnifique. Il y a des lumières de ouf le soir. C'est vraiment, c'est un lieu vraiment, c'est hors du temps quand on est dedans. Hein. Donc juste la vue. Après non, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Mais après c'est vrai que le musée Malraux, le MUMA, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est l'institution. C'est l'institution au Havre. Exactement. Et moi, je parlerai aussi justement de l'association avec les 3. Ouais, c'était ma question d'après. Qu'est-ce qui a fait que ça matchait entre vous, pour que vous vous lanciez tous ensemble dans ce projet ? En fait, ça a bien marché dès le début, quand on a commencé à faire les brunchs ou les petites choses qu'on a fait ensemble. Et on est 5, donc c'est pas simple de gérer un établissement à 5, mais je pense qu'on a vraiment tous quelque chose de différent à apporter. Et on s'est très bien entendu professionnellement. Et donc, moi, c'est ça qui nous a aussi donné envie de bosser avec eux. Et ils ont fait un gros travail aussi je sais pas si tu es déjà allé déjeuner là-bas. Non, j'y suis allé, mais il y a longtemps. Enfin, pas pour les Fauves, mais... Je t'invite à y retourner. Mais bien sûr, avec grand plaisir. Mais tu verras qu'ils ont beaucoup de goût. Ils ont fait un gros travail de recherche pour trouver du mobilier qui colle bien au lieu, à l'époque, etc. De décoration. On a des très beaux luminaires qui ont été faits par un créateur Gallo.
qui amène beaucoup de style D'accord. et de cachet en fait au resto, quoi. Il y a une recherche esthétique autant que culinaire. Exactement. Quoi. Ouais. Vraiment, je trouve que c'est... Il y a vraiment le travail de nous tous qui est dedans, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime aussi. Vous voulez l'emmener où, ce projet Quel est son but ? Là, on est parti sur 3 ans. Donc, en 3 ans, on va jauger un peu et on espère que ça va continuer parce qu'on est constamment en recherche d'amélioration, de changement. On fait venir des groupes, on fait venir des étrangers, on fait des réunions, des séminaires, on fait vraiment, on veut vraiment développer cette restauration de groupe, cette restauration de voyages, de croisières, de tout ça. Et on trouve vraiment que le musée s'y prête extrêmement bien, avec cette salle, cette vue. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Et au bout de 3 ans, je pense que la satisfaction sera bonne, donc on espère repartir sur 3 autres années. Et on aimerait aussi beaucoup pouvoir, tu vois, exploiter le lieu le soir. Ouais. On peut pas ouvrir parce que c'est compliqué pour l'instant, etc. Mais ce serait génial de pouvoir faire, tu vois, de façon occasionnelle, de pouvoir faire des réceptions, ou même je sais pas, un temps d'apéritif. Tu me disais quoi, 70 couverts ? Ouais, 70 couverts. Et le soir, avec la lumière et la vue, c'est hallucinant, vraiment. Et donc ça, ce serait vraiment un souhait, et ce serait un objectif génial de pouvoir faire ça. Donc bilan positif après 1 an. Ouais. Beaucoup de travail, mais c'est très positif. Dans un autre style, j'ai vu que vous aviez bossé aussi pour la Transat Jacques Vabre. Alors ça aussi, j'ai vu la taille de la salle. Je me suis dit que c'était... là, on changeait complètement de dimension par rapport à ce que vous saviez faire ici, quoi. Ah ouais, on l'a fait, on l'a fait 2 fois et on le refait cette année, d'ailleurs. Ouais. On le refait cette année, on l'a fait 2 fois, c'est 120 couverts. C'est 120 couverts. Là, ça charbonne. Là, ça charbonne et c'est en menu gastronomique. En plus, c'est vraiment... Là, on est sur du niveau étoilé. Vraiment, là-dessus. Ouais, mais nous, on adore le faire parce que c'est vraiment un des événements du Havre qu'on adore. Ouais. La Transat Jacques Vabre, c'est quelque chose de... Tous les Havrais adorent ce truc. Tu retrouves tous les copains que t'as pas vus depuis des années à la Transat tous les 2 ans, quoi. Ouais, et puis ça développe énormément le tourisme au Havre, ça développe énormément pendant cette période-là, le restaurant, il est vraiment plein midi et soir. On a la terrasse qui est mise en plus, donc on essaie de faire au maximum, mais c'est vraiment un super événement et on est très content de le faire pour la 3e année. Et en quoi on disait que ça charbonnait, quoi, parce que 120 couverts, c'est énorme. Quelle a été votre préparation justement pour assurer un truc comme ça ? Ah bah on y est 1 semaine avant, quoi. Pendant toute la semaine d'avant, on mélange service du restaurant et les après-midi, préparation pour la Transat Jacques Vabre. C'est quelque chose de comme je disais, c'est un niveau étoilé, les menus de la Transat, donc on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que ce soit carré, il faut que ce soit réfléchi, travaillé. Il faut que les gens qui viennent manger pendant cette Transat ressortent en disant « Waouh !» Vraiment là, c'était bon, c'était vraiment très bon. Et puis effectivement, il a fallu, j'imagine, se staffer. Non, même pas. Non. L'année dernière, on l'a fait. Enfin non, c'était il y a 2 ans. On l'a fait. On l'a fait avec les 2 apprentis à 3. Et ça a marché. Et ça a marché. Ouais. J'ai l'impression que vous aimez bien vous challenger quand même un peu, parce que effectivement passer du Margot à Fauve en passant par la Transat Jacques Vabre, il y a des petits trucs de temps en temps ponctuels qui font que ça change un peu du quotidien. Ça change du quotidien, c'est génial parce que du coup les Havrais nous voient à différents endroits, pour différents événements et du coup ça permet aussi de pas nous oublier, quoi. On est assez présents. Et là on a fait aussi l'année dernière Gambade, le festival Gambade, la balade gourmande, où là c'était 900 entrées. Ouais. On a fait 900 entrées. Et c'était génial, pareil, c'est en Normandie, c'est le long de la Seine, et du coup, c'est génial. Donc nous, on va sûrement y reparticiper pour cette année-là.
Et je vous ai vu au festival Béton. Oui, Béton Aussi, aussi. ouais. Béton aussi, pour À le la Criée. festival du goût des autres, pour la Criée aussi. On essaie vraiment d'être présent au maximum, quoi. Bah, ça permet aussi, toi, de varier. Il adore aussi tout ce qui est street food. Ouais, voilà. Ça permet de varier la proposition culinaire. Donc c'est génial. Tu vois, on a fait. Quand est-ce qu'on a fait On avait participé aussi au festival Apollo où malheureusement il y a une tempête Ah oui, là-haut. organisée par Helios. À Sainte-Adresse. Ouais. Et on avait fait des hot dogs. Et bon, comme il y a une tempête, on s'est retrouvé avec tout ça sur les bras. Et tu vois, 3 jours après, c'était la fête de la musique. Donc je me suis mis devant le Margot Ouais. avant de mes hot dogs. J'avais un tablier plein de sauce alors que les gens rentraient dans le resto gastro. Ouais. C'est assez drôle, mais c'est génial de faire ça en fait. Et comment ça se passe? On vient vous chercher pour ce genre de projet ou vous candidatez Bah, tu vois, comme on se disait, Le Havre, C'est un petit monde. c'est un petit village aussi. Ouais. Et nous, enfin, moi, c'est vrai que je dis vraiment très régulièrement à tout le monde qu'on est partant pour faire plein de choses. Et Gauthier, par principe, dit toujours non au début. Par esprit de contradiction? Non, c'est parce que après c'est tout à fait légitime aussi, c'est parce que c'est beaucoup de boulot en plus. Ouais, C'est bien beaucoup sûr. de pression, comme il t'a dit plusieurs fois, on est une toute petite équipe et il fait quand même énormément de choses tout seul, donc je peux comprendre. Et après finalement il finit par s'adoucir et par être content. C'est pas mal aussi, vous allez toucher un autre public. Ouais. Quand vous sortez, effectivement, moi ça m'avait surpris les hot dogs du Margot. Parce que je me suis dit, tiens, c'est pas du tout le truc qu'ils ont l'habitude de faire. Et justement, ça attise la curiosité. On a envie d'aller manger un bon hot dog du Margot. Les amis, on arrive à la fin de cette petite discussion. Garde le micro, Marguerite, parce que j'ai une dernière question dans ce podcast. C'est une question qui peut être très large, une réponse qui peut être très large, qui peut être très courte. C'est une question assez ouverte à laquelle il faut répondre avec le cœur. La question, vous allez répondre chacun l'un après l'autre. Cette question, c'est pour vous, que représente Le Havre? C'est pas facile, hein? Le Havre, moi, c'est une ville que j'adore. J'ai toujours adoré cette ville. J'adore l'architecture Perret. J'adore le fait, je trouve que c'est une ville qui est compliquée parce que on dit souvent que le commerce c'est pas facile, etc. Mais je trouve qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de gens qui ont envie de faire des choses au Havre. Là, quand il y a du soleil, c'est magnifique, c'est génial. Il y a encore plein de choses à développer, à faire. C'est vraiment une ville, moi, que j'adore, vraiment. Et toi, Gauthier? Ouais, c'est pareil, c'est ma ville de cœur, quoi. On a grandi là, on a rencontré tous nos amis ici, toute notre famille y est. Puis moi, ce que j'aime au Havre, c'est vraiment ce côté où tout est possible. Il y a tellement de choses à faire, tout est possible. On peut se lancer à essayer plein de choses, à dynamiser la ville qui est déjà vraiment là. Actuellement, c'est vraiment bien avec un été au Havre, avec tout ce qui se passe. C'est génial et c'est ce côté vraiment toile blanche où on peut y aller, on peut se lâcher et tenter des choses. Et ouais. Puis pour le coup, Le Havre, c'est magnifique. Hein. Il y a la mer, la vieille, l'architecture Perret, c'est vraiment beau. Donc, on quitterait Le Havre pour rien au monde. Il y avait l'American Dream, maintenant il y a le LH Dream. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, merci tous les deux. Merci à toi. De m'avoir accueilli déjà au Margot et puis d'avoir accepté cette invitation. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on se revoit bientôt autour d'un verre ou autour d'une assiette. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci à toi. Salut. Ciao.